Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon que Véronica, à seulement 22 ans, portait déjà le poids du monde sur ses frêles épaules. Dans le village d'Oji River, dans l'état d'Enugu, l'aube était silencieuse, seulement troublée par le chant des coqs et le murmure des prières de sa mère, Mama Véronica, agenouillée près du lit de son père malade. Panandi, autrefois un enseignant respecté, n'était plus que l'ombre de lui-même. Une maladie insidieuse l'avait cloué au lit, son corps s'effritant comme la terre sèche sous le soleil ardent. Chaque jour, sa voix s'affaiblissait, mais son regard, posé sur sa fille, brillait encore d'un amour indéfectible. Véronica, elle, n'avait pas le temps de rêver. À l'âge où d'autres jeunes femmes s'imaginaient des mariages fastueux ou partageaient des selfies sur les réseaux sociaux, elle portait des jeans déchirés aux genoux, un foulard noué serré autour de la tête, et des mains blanchies par le ciment. Sur le chantier de construction, elle était une anomalie, la seule femme parmi une foule d'hommes au regard moqueur. « Regarde cette fille, elle travaille comme un homme », lançait l'un d'eux, un rictus au coin des lèvres. « Elle est plus forte que toi, Musa », rétorquait un autre en riant. Véronica, impassible, ignorait leur raillerie. Chaque goutte de sueur, chaque cloque sur ses paumes était un sacrifice pour son père. Chaque nerf à gagner était une promesse de vie pour lui. Ce jour-là, sous un soleil implacable qui brûlait la terre rouge d'Oji River, un SUV noir rutilant s'arrêta près du chantier, soulevant un nuage de poussière qui fit tousser les ouvriers. Une femme en descendit, élégante, drapée dans une robe en dentelle ornée de bijoux dorés qui scintillaient sous la lumière. Ses lunettes de soleil et son parfum coûteux hurlaient la richesse de la gosse. Les murmures s'élevèrent parmi les travailleurs, « Madame P. » Véronica leva les yeux, son seau de ciment toujours en main, intriguée par cette apparition. Madame P. s'approcha, ses talons s'enfonçant légèrement dans le sol sablonneux. « C'est toi, la fille ?» demanda-t-elle, son regard perçant scrutant Véronica de haut en bas. « Comment tu t'appelles » Véronica posa son seau, essuya la sueur de son front avec le bord de son t-shirt usé et répondit timidement, « Véronica, madame. » Madame P. inclina la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Une femme qui fait ce travail ? Tu es forte. Et belle, même couverte de poussière. » Véronica rougit, mal à l'aise sous ce compliment inattendu. « Merci, madame. »« Et si je te disais que je peux changer ta vie ?» lança Madame P., ses mots suspendus dans l'air comme une promesse trop belle pour être vraie. Véronica cligna des yeux, son cœur battant plus fort. « Changer ma vie, madame ? Je vis à Lagos. J'ai des affaires là-bas. Je peux t'offrir un travail, un vrai. 10 fois mieux que porter des briques sous ce soleil. » La voix de Madame P. était douce, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui rendait Véronica nerveuse. Ce soir-là, Véronica rentra chez elle, le visage illuminé d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Dans leur petite maison de boue, elle trouva sa mère en train de nourrir son père avec une cuillère de bouillie. « Maman, papa » s'écria-t-elle, essoufflée. « Madame P. veut m'emmener à Lagos. Elle dit qu'elle me donnera un meilleur travail, plus d'argent. Plus besoin de porter des briques. » La cuillère glissa des mains de Mama Véronica. « Lagos » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Son père, Panandi, toussa faiblement, son regard voilé par la maladie se posant sur sa fille. « Véronica, fais attention. Elle est de notre village, papa. Elle aide les gens. Je dois essayer, pour vous deux. » Véronica s'agenouilla près de lui, ses mains tremblantes serrant les siennes. Cette nuit-là, personne ne dormit. Mama Véronica pleura en silence, terrifiée à l'idée de voir partir son unique enfant, son pilier. Panandi, dans un souffle, posa une main tremblante sur la tête de sa fille. « Que la ville t'ouvre ses portes, ma fille. Que tu reviennes plus grande que tu ne pars. » Le lendemain matin, le SUV de Madame P. s'arrêta devant la maison sous les regards curieux des voisins. Véronica serra son père dans ses bras, son cœur brisé par l'idée de le laisser. « Je reviendrai avec de l'argent pour ton traitement, papa » murmura-t-elle. Sa mère l'enlaça, les larmes trempant son épaule. « Ne laisse pas la ville changer ton cœur, Véronica. » Assise dans la voiture, Véronica regarda par la fenêtre, voyant ses parents rapetisser à mesure que le véhicule s'éloignait. Une boule se forma dans sa gorge. Elle ne savait pas encore que Lagos, loin de l'accueillir à bras ouverts, s'apprêtait à la briser. Le trajet vers Lagos fut un voyage dans un autre monde. Les routes poussiéreuses d'Enugu laissèrent place à des autoroutes bordées de panneaux publicitaires géants et de gratte-ciel qui semblaient toucher les nuages. Véronica, fascinée, collait son visage à la vitre, émerveillée par chaque ville traversée, chaque building scintillant. Madame P., silencieuse, pianotait sur son téléphone, lançant des ordres secs. « Non, transférez l'argent maintenant. Je ne tolère pas les excuses. » Véronica, intimidée, serrait son petit sac de vêtements contre elle, essayant de ne pas bouger. Lorsqu'elles entrèrent dans Lagos, la ville explosa devant ses yeux comme un rêve éveillé. Les routes grouillaient de vie,
les klaxons résonnaient, les gens couraient après des destins qu'elle ne comprenait pas encore. C'était un chaos magnifique, si différent de la quiétude d'Oji River. Son cœur s'emballa d'espoir. Peut-être, juste peut-être, sa vie allait changer. Le SUV s'arrêta dans un domaine sécurisé à Lekki, un quartier où les murs étaient hauts, les pelouses impeccables et les portails électriques. La maison de Madame P, un duplex blanc ivoire entouré de parterres de fleurs, semblait tout droit sorti d'un film. Véronica descendit, ses vieilles sandales contrastant avec le pavement immaculé. « Bienvenue dans ta nouvelle vie », dit Madame P avec un sourire énigmatique. À l'intérieur, Véronica fut submergée par le luxe, des sols en marbre, des lustres scintillants, des canapés si moelleux qu'ils semblaient l'engloutir. Elle n'osait toucher à rien, de peur de salir cet univers parfait. « Tu restes ici pour le moment », déclara Madame P en lui tendant une serviette. « Va te doucher. Il y a de la nourriture dans le frigo. » Véronica, incrédule, découvrit une salle de bain avec de l'eau chaude et un lit avec des draps propres. Ce soir-là, elle mangea du riz jollof avec du poulet tendre, loin des os maigres qu'elle connaissait au village. Allongée sur un matelas confortable, sans moustique ni seau d'eau à côté, elle pleura en silence. Pas de tristesse, mais d'espoir. Pour la première fois depuis des années, elle se permit de rêver. Mais les jours passèrent, et aucun travail ne vint. Madame P lui demandait de se détendre, de profiter. « Tu as trop travaillé toute ta vie, Véronica. Laisse la gosse te choyer un peu. » Les mots sonnaient doux, mais une inquiétude grandissait dans le cœur de Véronica. Chaque jour sans travail était un jour où son père ne recevait pas de traitement. Une semaine s'écoula, puis une autre. L'oisiveté la rongeait. Un soir, n'y tenant plus, elle trouva le courage de demander « Madame, quand est-ce que je commence le travail que vous m'avez promis ?» Madame P, assise sur son canapé, un verre de vin rouge à la main, sourit. « Ce soir, Véronica. Ton premier client arrive ce soir. Prépare-toi. » Le cœur de Véronica s'arrêta. « Client ?» Madame P posa son verre avec un claquement sec. « Oui, un client. Il a payé pour toi. Enfile ça. » Elle lança un sac sur le lit. À l'intérieur, une robe rouge, minuscule, à peine plus qu'un bout de tissu. Véronica recula, horrifiée. « Madame, je croyais que c'était un vrai travail. » Le visage de Madame P se durcit. « C'est le travail, Véronica. À la gosse, on ne gagne pas d'argent en balayant des sols. Ce client aime les filles fraîches du village. Une nuit, et tu gagnes 10 fois ce que tu faisais sur ton chantier. »« Je ne suis pas une prostituée, » murmura Véronica, la voix tremblante. « Alors, dehors » cracha Madame P, glaciale. « Prends ton sac et dégage. Tu crois que je t'ai nourri gratis? Sors avant que j'appelle la sécurité. » Véronica, pétrifiée, attrapa son sac en nylon. Ses jambes tremblaient. Dehors, la nuit de la gosse était froide, hostile. La grille du domaine se referma derrière elle avec un claquement métallique, comme une sentence. Quelques heures plus tôt, elle était pleine d'espoir, installée dans un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Maintenant, elle était seule, pieds nus, dans une ville qui ne connaissait ni son nom ni sa douleur. Les larmes coulèrent, mais elle les essuya avec colère. « Je ne suis pas faible », murmura-t-elle. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose s'était brisé. Elle marcha sans but, les rues de Lekki devenant un labyrinthe hostile. Des hommes ralentissaient leurs voitures, baissaient leurs vitres, lui lançaient des propositions obscènes. « Monte, ma belle, je vais te traiter comme une reine », susurra l'un d'eux, la suivant pendant 3 rues. Véronica courut, son cœur battant à tout rompre. Épuisée, elle trouva refuge dans un abribus vide, mais même là, elle ne fut pas en paix. Des voyous, ivres, s'approchèrent, riant et la provoquant. Elle s'enfuit encore, jusqu'à s'effondrer près d'un kiosque fermé, utilisant son sac comme oreiller et son pagne comme couverture. Les moustiques la piquaient, son ventre criait famine, mais elle refusa de céder au désespoir. « Je ne mourrai pas ici », jura-t-elle dans l'obscurité. « Je rendrai papa fier. » Mais à ce moment précis, alors que les étoiles scintillaient faiblement à travers le brouillard de la ville, Véronica ignorait qu'un miracle, aussi improbable qu'extraordinaire, l'attendait au détour d'un buisson, prêt à changer sa vie à jamais. Les rues de Lagos vibraient d'une énergie fébrile, un chaos de klaxons, de cris et de moteurs grondants, même sous le soleil écrasant de l'après-midi. Véronica, son seau de sachet d'eau pure en équilibre précaire sur la tête, naviguait entre les voitures immobilisées dans un embouteillage monstre sur l'autoroute. Eau pure, eau fraîche, 50 Nera, lançait-elle, sa voix rauque de fatigue se perdant dans le tumulte. Ses épaules brûlaient sous le poids du seau, ses pieds nus s'écorchaient sur l'asphalte brûlant, et son estomac grognait, vide depuis l'aube. Cela faisait 4 jours qu'elle survivait ainsi, vendant de l'eau pour quelques Nera, dormant sous un pont, fuyant les regards lubriques des hommes et les insultes des voyous. Chaque pas était une lutte, chaque vente une victoire arrachée à la cruauté de la ville.
Ce jour-là, une urgence physique la força à s'arrêter. La pression dans son ventre était insupportable, et aucun toilette publique n'était en vue. Elle n'avait pas un sou pour payer un accès, de toute façon. Jetant un regard nerveux autour d'elle, elle repéra un terrain vague envahi par les broussailles, juste derrière l'autoroute. C'était un coin oublié, jonché de détritus et d'herbes sauvages, à l'abri des regards. Serrant son seau contre elle, Véronica s'y précipita, ses pas rapides et discrets. Elle s'accroupit derrière un buisson épais, le cœur battant, pressée d'en finir. L'odeur de la terre humide et des ordures en décomposition lui piquait les narines, mais elle n'avait pas le choix. Alors qu'elle ajustait son pagne, un son faible, presque imperceptible, brisa le silence. À l'aide? Une voix d'homme, brisée, désespérée. Véronica se figea, son souffle coupé. Était-ce un piège? La gosse lui avait appris à se méfier de tout. Pourtant, la voix revint, plus faible encore, « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. » Une peur viscérale s'empara d'elle, mais une autre force, plus profonde, la poussa à avancer. Ses pieds nus foulèrent les broussailles, chaque pas résonnant dans sa poitrine comme un tambour. Derrière un amas de pneus crevés et de ferrailles rouillées, elle le vit. Un homme gisait là, vêtu d'un costume déchiré, sa chemise blanche imbibée de sang. Ses poignets et ses chevilles étaient liés par des cordes épaisses, son visage tuméfié, un entaille profonde sur son front laissant couler un filet de sang. Ses lèvres tremblaient, ses yeux à peine ouverts cherchaient quelque chose, quelqu'un, dans l'obscurité. « Aidez-moi » murmura-t-il avant que sa tête ne retombe, inerte. Véronica laissa tomber son seau, l'eau se répandant sur le sol. Son instinct hurlait de fuir, mais son cœur refusait. Cet homme était en train de mourir. Elle s'agenouilla près de lui, ses mains tremblantes effleurant son visage. « Monsieur, tenez bon, je vais vous aider. » Sa voix était ferme, malgré la panique qui montait en elle. Elle tenta de le soulever, mais il était lourd, bien plus lourd qu'elle. Ses muscles, affaiblis par des jours de faim, protestaient, mais l'adrénaline prit le dessus. Centimètre par centimètre, elle le traîna à travers les herbes, ignorant les épines qui lacéraient ses jambes. Au bord de la route, elle se planta au milieu de l'autoroute, agitant les bras frénétiquement. « À l'aide? S'il vous plaît » Les taxis klaxonnaient, les conducteurs l'ignoraient ou la dévisageaient avant de passer leur chemin. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle refusait d'abandonner. Enfin, un vieux taxi cabossé pila dans un crissement de pneus. « C'est quoi ce bazar » grogna le chauffeur, un homme au visage guriné. « S'il vous plaît, il est en train de mourir. Emmenez-nous à l'hôpital le plus proche. » supplia Véronica, sa voix brisée par l'urgence. Le chauffeur jeta un œil à l'homme ensanglanté. « Tu vas me payer, j'espère ?»« Oui, je paierai, je le jure. » répondit-elle, même si elle savait que ses poches étaient presque vides. Ils hissèrent l'homme à l'arrière du taxi, Véronica soutenant sa tête pour qu'elle ne cogne pas contre la banquette. Assise à côté de lui, elle serrait sa main froide, priant en silence. « Ne mourrez pas, monsieur. S'il vous plaît, tenez bon. » Le trajet jusqu'à l'hôpital semblait interminable, chaque secousse de la route lui donnant l'impression que l'homme pouvait s'éteindre à tout moment. À l'entrée de l'hôpital, le chauffeur exigea 1500 néras. Véronica fouilla dans son sac, les mains tremblantes. Elle n'avait que 1100 néras, tout ce qu'elle avait gagné en vendant de l'eau ce jour-là. « C'est tout ce que j'ai, s'il vous plaît » implora-t-elle. Le chauffeur la fusilla du regard, marmonna une insulte et démarra en trombe, la laissant seule avec l'homme inconscient. Dans la salle des urgences, l'indifférence des infirmières la frappa comme une gifle. « C'est votre parent » demanda l'une d'elles, à peine intéressée. « Non, mais il va mourir. Il a été attaché et abandonné dans un buisson. »« Où est la compte » rétorqua l'infirmière, les bras croisés. « Pas d'argent, pas de traitement. » Véronica sentit sa gorge se nouer. « Je n'ai plus rien, mais il a besoin d'aide. Je vous en supplie. » Elle tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. « Ne le laissez pas mourir. » Après de longues minutes de supplication, un médecin apparut, le visage grave. Il vérifia le pouls de l'homme et aboya, « Il faut le stabiliser maintenant. » Mais une infirmière intervint, « Docteur, il nous faut du sang. Son groupe est au positif, et notre banque est vide. » Sans hésiter, Véronica releva la tête. « Prenez le mien. Je suis au positif. » Le médecin la dévisagea. « Vous êtes sûr? Vous êtes faible, vous n'avez pas mangé. »« Prenez-le, insista-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « Sauvez-le. » Quelques minutes plus tard, une aiguille s'enfonça dans son bras. Le sang quittait son corps déjà épuisé, chaque goutte la vidant un peu plus. Sa vision se brouillait, sa tête tournait, mais elle serrait les dents, murmurant une prière. « Dieu, si c'est ma mission, je l'accepte. » Assise sur un banc dans le couloir, elle luttait pour rester consciente. Les murs blancs de l'hôpital dansaient autour d'elle, les néons clignotaient comme des étoiles dans un ciel flou.
Puis, sans avertissement, son corps s'effondra. Un bruit sourd résonna lorsqu'elle toucha le sol. La fille qui l'a amenée s'est évanouie, cria une infirmière. On la transporta sur un brancard, une perfusion de glucose dans le bras. Les infirmières chuchotaient entre elles. Elle a payé le taxi, supplié pour qu'on le soigne, donné son sang, et maintenant, elle est là, sans rien. Qui fait ça à la gosse? Pendant ce temps, dans la salle d'opération, l'homme qu'elle avait sauvé ouvrit les yeux. Le bip régulier de l'électrocardiogramme emplit la pièce. Ses paupières papillonnèrent, luttant contre la lumière crue des néons. Où suis-je? Croassa-t-il, sa gorge sèche comme du papier de verre. À l'hôpital, monsieur. Vous êtes en sécurité, répondit une infirmière. Une fille vous a trouvé dans un buisson, attachée et blessée. Elle vous a sauvé la vie. L'homme cligna des yeux, confus. Une fille? Elle est dans l'autre salle. Elle s'est effondrée après avoir donné son sang pour vous. Il tenta de se redresser, ses muscles protestant à chaque mouvement. Emmenez-moi la voir. Monsieur, vous venez juste de... Emmenez-moi la voir, grogna-t-il, sa voix faible mais empreinte d'une autorité qui fit taire l'infirmière. Soutenu par une infirmière, il avança lentement vers la salle où reposait Véronica. La porte grinça en s'ouvrant. Elle était là, allongée sur un lit d'hôpital, pâle comme un fantôme, un tuyau d'intraveineuse relié à son bras. Son pagne taché de boue reposait plié à côté d'elle, ses cheveux défaits encadrant son visage épuisé. L'homme s'arrêta dans l'embrasure, le souffle court. Il s'approcha, chaque pas douloureux, et s'arrêta près de son lit. « Vous m'avez sauvé » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Véronica remua, ses paupières s'ouvrant doucement. Elle le regarda, confuse, puis un faible sourire éclaira son visage. « Vous êtes réveillé » souffla-t-elle. « Grâce à vous » répondit-il, s'asseyant avec précaution à côté d'elle. « Vous m'avez traîné hors de ce buisson, payé un taxi avec votre dernier sou, supplié les médecins, donné votre sang. Pourquoi » Les larmes montèrent aux yeux de Véronica. « Parce que même si personne ne me voit, j'ai encore un cœur. » Ces mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Il resta silencieux, bouleversé. Cette jeune femme, maigre, sans abri, sans nom, avait montré plus d'humanité que quiconque dans son monde cynique et opulent. À ce moment, un homme en costume noir fit irruption dans la pièce, essoufflé. « Monsieur, Dieu merci, nous vous avons retrouvé. » L'homme leva une main. Plus tard, Isaac. Il se tourna vers Véronica. « Comment vous appelez-vous » Véronica, Denugu. Il tendit une main tremblante. « Véronica, je suis Chief Madu, président de Madu Group. Et à partir de cet instant, je vous dois ma vie. » Véronica le fixa, abasourdi. Chief Madu. Le nom résonnait comme une légende, même dans les rues poussiéreuses de Lagos. Un magnate de la technologie, l'un des hommes les plus riches du Nigeria, un mystère pour les médias. Et pourtant, il était là, en vêtements déchirés, les yeux pleins de gratitude. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour moi, » dit-il doucement. Véronica baissa les yeux. « J'ai juste fait ce que j'espérais que quelqu'un ferait pour mon père, s'il était dans cet état. » Chief Madu hocha la tête, puis se tourna vers son assistant, Isaac. « Règle toutes les factures. » Tout. Les infirmières, derrière les rideaux, chuchotaient déjà. « C'est Chief Madu, le vrai. Elle l'a sauvée, cette fille. » Alors que la nuit tombait sur l'hôpital, Véronica sentit un poids s'alléger dans son cœur. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pas peur de ce que demain lui réservait. Mais elle ignorait encore que ce n'était que le début d'un miracle qui allait transformer sa vie à jamais. Le soleil matinal filtrant à travers les rideaux de l'hôpital caressait doucement le visage de Véronica, toujours allongée sur son lit de fortune. Sa tête tournait encore, vestige de l'épuisement et de la perte de sang, mais une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Pour la première fois depuis son arrivée à Lagos, elle n'était pas réveillée par la peur ou le froid mordant d'une nuit sous un pont. À ses côtés, une infirmière arrangeait son intraveineuse avec une douceur inattendue. « Tu vas mieux, ma chère » murmura-t-elle. « Repose-toi. Quelqu'un d'important t'attend dehors. » Véronica tourna la tête, confuse. À travers la porte entr'ouverte, elle aperçut Chief Madu, désormais vêtu d'un costume propre mais simple, discutant avec un groupe d'hommes en costume noir, leurs visages tendus par l'urgence. L'un d'eux, Isaac, l'assistant qu'elle avait vu la veille, parlait à voix basse, jetant des regards furtifs vers la salle. Véronica sentit son cœur s'accélérer. Était-ce réel? Cet homme, dont le nom résonnait comme une légende à travers le Nigeria, avait promis de changer sa vie. Mais pouvait-elle y croire, après tout ce que Lagos l'y avait pris? Lorsqu'elle fut officiellement autorisée à sortir, Isaac lui tendit une robe fleurie simple mais élégante, accompagnée de sandales neuves. « Cadeau de Chief » dit-il avec un sourire discret. Véronica enfila la tenue, ses doigts effleurant le tissu doux comme si elle craignait de le salir.
Ses cheveux, encore emmêlés, furent rassemblés en un chignon rapide. En se regardant dans le miroir de la salle de bain, elle peina à reconnaître la jeune femme qui la fixait. La fatigue marquait toujours ses traits, mais il y avait quelque chose de différent vu une étincelle, une promesse d'un avenir qu'elle n'osait pas encore imaginer. À l'entrée de l'hôpital, un Range Rover noir luisant attendait, flanqué de 2 gardes du corps aux lunettes sombres. Chief Madhu, debout près de la portière, lui fit signe d'approcher. « Allons-y, Véronica, » dit-il, sa voix empreinte d'une chaleur paternelle. « Rentrons à la maison. » « À la maison » répéta-t-elle, perplexe, son sac en nylon serré contre sa poitrine. Elle n'avait plus de maison depuis que Madame P l'avait jetée à la rue comme un déchet. Il sourit, un éclat de bienveillance dans les yeux. « Tu verras. » Le trajet les mena à Ikoyi, un quartier où les rues respiraient l'opulence. Les hauts murs de marbre, les jardins luxuriants et les portails automatiques semblaient appartenir à un autre monde. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant une majestueuse villa blanche, Véronica resta figée, incapable de descendre. Des fontaines dorées scintillaient dans le jardin, les haies parfaitement taillées s'étendant comme une cour royale. Une domestique en uniforme ouvrit la portière et s'inclina légèrement. « Bienvenue, monsieur. »« Bienvenue, madame. »« Madame » murmura Véronica, son cœur battant à tout rompre. Elle suivit Chief Madhu à l'intérieur, ses pas hésitants sur les carreaux italiens qui reflétaient ses sandales neuves. Des lustres en cristal scintillaient au plafond, des peintures ornaient les murs, et une musique douce flottait dans l'air. « C'est votre maison ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui » répondit-il avec un sourire. « Et maintenant, c'est aussi la tienne. » Véronica se figea. « Monsieur, je ne peux pas. Je ne suis pas. » Il leva une main pour l'interrompre. « Tu m'as sauvé la vie, Véronica. Ce n'est pas une dette que je peux rembourser avec des mots. Tu resteras ici, en sécurité, avec tout ce dont tu as besoin. C'est le moins que tu mérites. » Des larmes brûlèrent les yeux de Véronica. Elle n'avait jamais connu un ventilateur fonctionnel, encore moins une maison climatisée avec des œuvres d'art importées. Une domestique la guida à l'étage, dans une chambre d'amis plus grande que toute la maison de sa famille à Oji River. Le lit, drapé de soie blanche, semblait l'inviter à s'y perdre. La salle de bain attenante offrait une douche chaude et des savons parfumés au jasmin. Véronica resta immobile au centre de la pièce, craignant presque de respirer. « Vous pouvez vous laver » dit doucement la domestique. « Je vais apporter à manger. » Sous la douche, Véronica laissa l'eau chaude emporter la poussière et la douleur des dernières semaines. En regardant son reflet dans le miroir, elle vit une femme différente, pas encore entière, mais en train de se reconstruire. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit, un sourire sincère, débordant de gratitude. Plus tard, dans la salle à manger, un festin l'attendait, poulet en sauce crémeuse, riz basmati, jus d'orange frais. Elle mangea lentement, intimidée par les couverts impeccables, mais personne ne la jugea. Chief Madhu l'observait depuis l'autre bout de la table, son regard empreint d'une fierté silencieuse. Dans l'après-midi, il l'invita à le rejoindre dans le jardin. L'air était doux, embaumé par les manguiers et les fleurs en pleine floraison. Ils s'assirent à une table en marbre blanc, sous l'ombre d'un arbre fruitier. « Parle-moi de toi, Véronica, » dit-il, sa voix calme mais insistante. Elle hésita, triturant le bord de sa robe. « Il n'y a pas grand-chose à dire. » Essaie. Peu à peu, elle se confia. Elle raconta son père, un enseignant à la retraite, cloué au lit par une maladie sans nom. Sa mère, usée par le travail et les soucis, qui veillait sur lui jour et nuit. Son propre sacrifice, abandonnant l'école pour devenir maçonne, portant des briques plus lourdes que ses rêves pour acheter des médicaments. Et enfin, Madame P, la femme qui avait promis un avenir meilleur, mais qui l'avait trahi, tentant de la vendre comme une marchandise. « Quand j'ai refusé, elle m'a jeté dehors », murmura Véronica, la voix tremblante. « J'ai préféré dormir sous un pont plutôt que de perdre ma dignité. » Les yeux de Chief Madhu s'assombrirent. « Cette femme paiera pour ce qu'elle t'a fait, » dit-il, son ton glacial. « Mais toi, Véronica, tu as prouvé que la dignité est plus forte que la pauvreté. » Elle baissa les yeux. « Je veux juste aider mes parents. Mon père, il n'a même pas de quoi faire un test sanguin, encore moins un traitement. » Chief Madhu resta silencieux un moment, puis il parla, sa voix empreinte de détermination. « Et si je te disais que je peux envoyer ton père à l'étranger pour un traitement complet? Hôpital privé, avion, tout ce qu'il faut. Ta mère aussi, si nécessaire. » Véronica sentit son souffle se couper. « Monsieur, pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que tu m'as donné quelque chose que personne d'autre n'a fait. De l'humanité. Quand j'étais à terre, sans nom, sans rien, tu m'as sauvé. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se leva et revint avec un petit attaché-caisse noir. Il le posa sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, des liasses de $200 000,
impeccablement alignés. Véronica recula, son cœur battant à tout rompre. Je ne peux pas accepter ça, balbutia-t-elle. Tu peux, et tu vas, répondit-il fermement. Utilise-le pour construire un avenir, pas seulement pour toi, mais pour ta famille, pour chaque fille qui pense que la dignité ne peut pas survivre à la misère. Véronica s'effondra sur la chaise, les larmes coulant librement. Ce n'étaient plus des larmes de douleur, mais de paix, d'un soulagement qu'elle n'avait jamais cru possible. Chief Madhu posa alors un autre document sur la table. Et ceci, dit-il, est l'acte de propriété d'un bungalow de 3 chambres. À ton nom, tu ne seras plus jamais sans abri. Elle couvrit sa bouche, secouée par des sanglots. Monsieur, c'est trop? Pas pour quelqu'un qui a donné son sang à un inconnu, affamé et épuisé, répondit-il doucement. Ce n'est pas de la charité, Véronica. C'est une récolte. Tu as semé la bonté, et maintenant, tu récoltes ton destin. Le soleil déclinait, baignant le jardin d'une lumière dorée. Les oiseaux chantaient dans les manguiers, et une brise douce caressait les fleurs. Véronica leva les yeux vers le ciel, les nuages dansant lentement au-dessus d'elle. Il y a quelques jours, elle vendait de l'eau sous un soleil brûlant, fuyant les voyous, dormant sous un pont. Aujourd'hui, elle se tenait dans le jardin d'un milliardaire, tenant les clés d'une nouvelle vie. « Papa, tu vas enfin recevoir l'aide dont tu as besoin », murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Ces larmes n'étaient plus amères. Elles étaient pleines de joie, de guérison, de foi. Chief Madhu l'observa, un sourire paternel sur les lèvres. « Demain, mon jet sera prêt. Tes parents seront conduits en Inde pour un traitement complet. Tu les accompagneras. » Véronica se leva, les jambes tremblantes, et s'approcha de lui. Elle voulut s'agenouiller, mais il la retint doucement. « Non, Véronica. Tu ne t'agenouilles pas. Tu te tiens droite, car tu es plus forte que la plupart des gens que je connais. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Merci, murmura-t-elle. Merci, monsieur. » Sous les étoiles naissantes, Véronica sentit un poids immense s'envoler. Sa vie, autrefois définie par la trahison et la lutte, venait de tourner une page décisive. Mais au fond d'elle, une question persistait. Comment un simple acte de compassion avait-il pu ouvrir des portes que même l'argent ne pouvait acheter? Et tandis que la nuit enveloppait la villa, elle murmura une prière silencieuse. « Merci, Dieu, pour ce miracle. »